deuxième partie de l'épisode 5 de Live from the Magic. Aujourd'hui, nous sommes devant la maquette de Val d'Europe, car nous allons vous parler de l'équipe Real Estate qui conçoit et réfléchit les quartiers de Val d'Europe. Mathias, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode? Oui, tout à fait. Comme vous le voyez sur cette grande maquette, en fait, les communes du Val d'Europe vraiment entourent la destination touristique de Disneyland Paris. Donc les deux facettes de la destination se conçoivent en même temps et en parallèle. On va aller à la rencontre aujourd'hui donc de Corinne Caudron, senior manager urbanisme et architecture, qui va nous parler de la vision de Val d'Europe et de la façon dont on développe cette ville aujourd'hui. Et après, nous partirons à la rencontre de Bernard Durand-Rival, senior manager architecte et urbanisme également, qui nous fera une visite guidée privative de toutes ces communes, de leurs inspirations, de leurs histoires. Et vous allez voir, ça va être particulièrement intéressant. Et j'ai hâte. Écoute, je vais partir à la rencontre de Corinne et on se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite. Bonjour Corinne. Bonjour Mathias, bienvenue. Alors tu es en train de construire la ville de demain, j'imagine. Alors pas toute seule, avec une équipe quand même qui nous entoure et heureusement. Ça fait effectivement un petit moment qu'on travaille sur ces projets-là. Et donc je peux t'expliquer un peu la genèse de ce magnifique territoire. J'ai envie de comprendre déjà, c'est quoi Val d'Europe pour les gens qui ne connaisseraient pas? C'est tout autour du parc, mais c'est quand même une ville qui commence à devenir assez importante. Voilà, qu'est-ce que Val d'Europe? La vision, et puis après tu montreras comment on construit les différents quartiers qui composent Val d'Europe. Volontiers. Donc Val d'Europe, c'est pas une ville, aujourd'hui c'est un territoire, c'est le regroupement de plusieurs communes. C'est au bout du secteur, c'est une partie du secteur 4 de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, dont l'aménageur principal, l'État, avec EPAMarne et EPA-France. Et nous, on a un morceau, une portion, pour lequel on est développeur. D'accord. Donc c'est tout ça, non. Là, il y a un peu plus. C'est le plan qui est derrière toi, où on a la limite, on voit bien les limites du territoire. réactualisée du territoire, et c'est autour de 2000 hectares. Et dedans, effectivement, on a notre destination touristique, le parc, Disney Village, les hôtels, mais aussi, on a aussi une portion de ville à développer. D'accord. Alors justement, pourquoi Disney se retrouve à développer une ville autour de ces parcs? Donc en fait, en 87, au moment de la signature de la convention, qui est le partenariat entre l'État et Euro Disney, Disney souhaitait gérer l'environnement autour des parcs. Alors, gérer l'environnement, il y a deux choses dedans, c'est-à-dire que le développement, quand même signé pour 30 ans, qui a été étendu d'ailleurs jusqu'en 2040 récemment, on connaît le programme et on peut être amené à avoir des lots qu'on veut réserver pour plus tard, on ne sait pas forcément ce qui va se faire dessus. Donc on a aussi des hôtels qui sont ailleurs sur le territoire, le golf. Et l'idée, c'est que le touriste puisse avoir une expérience agréable dans son environnement quand il part du golf, qui va à son hôtel, qui va à la destination. Parce qu'on a aussi d'ailleurs pas mal de touristes qui logent dans des hôtels du centre-ville, Exactement. qui vont faire leur shopping à la Vallée Village. C'était créer un environnement cohérent, agréable, qualitatif. Alors justement, comment vous travaillez avec l'État, les différents pouvoirs publics? Quelles sont les entités qui participent ensemble à la création de Val d'Europe? Alors, il y a effectivement l'État. Aujourd'hui, un peu plus peut-être qu'avant, les communes, puisqu'on c'est l'État qui discute avec les communes, mais nous ici, on est amené à discuter avec les élus pour comprendre ce qu'ils veulent sur leur territoire. Il faut voir que la convention, le programme globalement est défini, mais à chaque phase d'aménagement, on rediscute avec les élus et l'EPA pour affiner les programmes avant de s'engager dans un programme détaillé, où on cale un programme pour un développement qui dure entre 7 et 10 ans par phase d'aménagement. Aujourd'hui, on est en fin de phase 4, et puis on commence à négocier la phase 5 d'aménagement, c'est-à-dire la suite du territoire. Donc on réfléchit d'abord en chambre avant de proposer à l'État puis aux élus un pré-programme qu'on peut après discuter. Ça veut dire quoi en chambre? En chambre, ça veut dire entre nous, ici, dans nos ateliers, où on se fait une philosophie, quel programme, quel auteur. Bien sûr, il y a un règlement d'urbanisme qui chapeaute tout ça, établi par Val d'Europe Agglomération et les élus. Mais dans ce cadre-là, après, nous, on va plus loin, on affine, on crée le projet urbain, qui est bien sûr compatible avec le règlement, mais qui nous permet aussi d'aller un petit peu plus loin dans la définition des choses. Écoute, à ce moment-là, je veux bien qu'on aille un peu dans le détail, dans le concret, peut-être avec un quartier. Alors effectivement, on a plusieurs quartiers avec des thématiques architecturales différentes selon les quartiers. On peut peut-être prendre le quartier des studios. Ce travail-là, on le fait pareil, que ce soit sur des quartiers un petit peu moins denses, sur d'autres bourgs. La démarche est la même, c'est juste que la référence architecturale n'est pas forcément la même. On commence par regarder le contexte. Quand on a démarré, le quartier de la Gare, avec la sortie RER existait. Montévrain, qui est en dehors du secteur, mais qui est déjà une ville qui est en plein développement.
Du coup, on est sur des terrains vides, libres, mais il y a quand même déjà des contraintes, et ça nous aide, qui existent. Des voiries principales, des trames vertes qui doivent être prolongées, qui sont d'ailleurs intégrées dans le plan général d'urbanisme. Et on s'attache à ces grands éléments pour raconter l'histoire et dérouler le projet urbain. Donc ça commence par des schémas, on tâtonne, on met les grands axes, on réfléchit. Et puis on affine le plan en disant qu'est-ce qui est important. On essaie de donner une priorité. Il faut savoir que la démarche urbaine, chez Disney, on se réfère un peu aux grandes villes européennes, aux anciennes villes. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens se promènent, finalement, on voit ce qu'ils visitent, c'est les vieilles villes européennes. C'est des places, des rues structurées, des épanelages qui sont tenus. Et puis là, on n'est pas très loin non plus du parc Walt Disney Studios, donc il y a peut-être une cohérence. Pas très loin, c'est l'idée de l'art déco est venue aussi de là. Puisqu'effectivement, le quartier de la Gare, c'était néoclassique. Quand on est près du golf, c'est cottage. Quand on est à Magny, on a pris le thème des longères. On est aussi dans une référence locale, rurale ou faubourg. Par contre, quartier de la Gare, donc déjà, c'était un environnement beaucoup plus urbain, plus haut, un peu plus dense. Et puis, on avait déjà fait du néoclassique. On s'est dit, tiens, on se rapproche du deuxième parc et un thème art déco. On va dérouler ce thème-là, effectivement, sur le quartier des studios. Et puis après on avance, on commence à établir les premières densités, les premières hauteurs, les premiers programmes. On a effectivement un chiffre de logements qui nous est donné au départ, dans le programme de départ, de programme détaillé, le programme des équipements publics. Tout ça nous est donné, mais après c'est comment on l'articule, comment on le construit. On essaye de structurer les rues, structurer des places. On vérifie l'équilibre entre hauteurs, les proportions des places en amont. Tout est travaillé, alors dans le détail on affine au fur du temps, mais tous les principaux éléments sont travaillés pour pouvoir après faire des consultations d'architectes avec des choses très établies, des cahiers des charges assez tenus. Et puis après, on met en place ces directives. Une fois qu'on a calé un plan, on dit qu'est-ce qui est important, quels sont les axes marquants qu'on va retrouver dans les directives d'urbanisme, qu'on va pouvoir donner aux architectes pour qu'ils aient en fait un guide tout au long du projet qu'on va suivre effectivement jusqu'à la construction et jusqu'à la livraison. D'accord. Et donc là, on voit une maquette. Donc après, une fois qu'on a un peu avancé sur les plans, qu'on est un petit peu à l'aise avec ce qu'on imagine, on le vérifie en maquette. D'accord. Ça nous permet, ça permet d'être aussi un document de discussion avec les élus, parce que ça permet d'être en 3D, de se rendre compte des hauteurs. Nous, d'affiner aussi, donc ça c'est plutôt une maquette de travail au départ. On voit d'ailleurs les couleurs sont un peu différentes, il y en a qu'on a fait plus tôt, il y en a qu'on a réajusté au fil de l'eau. Il y en a qui sont des futurs lots beaucoup moins définis, c'est un premier jet, mais on peut le retravailler d'ébauche, exactement. Et puis, nous, ça nous permet de vérifier certaines choses, que la largeur de la rue est bonne, que les proportions sont bonnes. Et sur certains éléments principaux, on prend par exemple la place octogonale, qui d'ailleurs a été à un moment donné carré, puis on a fait beaucoup d'essais avant de se dire c'est quoi la bonne taille des places. On peut passer à grande échelle. D'accord, donc ça c'est celle qu'on avait ici. C'est celle qu'on avait là. Et qu'on va partir, on va voir un peu plus dans le détail. Et notamment quand on lance les concours et qu'on a 3 réponses différentes, ça nous arrive quand on n'est pas sûr du lauréat, de représenter la maquette des concours pour dire mais quel est le projet qui fonctionne le mieux avec la place. D'accord. Donc on peut aller assez loin sur certains espaces pour vérifier que ce qu'on a raconté sur la hauteur de la tour fonctionne, l'épaisseur de la tour fonctionne, puisque nous dans les directives ce qu'on fait c'est qu'on dit qu'il y a un point remarquable à mettre en place puisqu'on est sur un axe visuel. Mais après finalement, faut bien le tester aussi en 3D, vérifier que tout ce qu'on a dit fonctionne vraiment. On a aussi des maquettes 3D qui nous permettent aussi de vérifier sans rentrer forcément systématiquement dans la maquette, qui est un peu consommateur de temps, mais qui est important pour certains points, pour ne pas se louper. Tu as un exemple de ce qu'on appelle un rendu d'architecte en termes de concours. Et on en a, sur la place octogonale, ils étaient 3. Effectivement, alors ils étaient en plus tous de qualité. Parfois, c'est compliqué de choisir. Ça s'en est un qui nous a proposé une certaine ambiance avec les panneaux de référence, les panneaux d'illustration. Ça, c'en est un autre. Et du coup, on reçoit, à un moment donné, ils ont à peu près 2 mois pour travailler. On reçoit les panneaux et puis on analyse les projets. Ils sont affiliés effectivement avec un promoteur. Et puis, on choisit le meilleur projet en fonction des critères. Et pas que en fonction des critères des directives urbanisme, mais aussi en fonction de la façon dont ils s'articulent avec les voisins. Et le fait justement d'avoir la maîtrise du projet sur le long terme nous permet aussi, nous, de leur donner des éléments et de contrôler qu'effectivement, les projets peuvent être très, très qualitatifs, mais peut-être fonctionnent moins bien avec le voisin, d'autres fonctionnent mieux. Donc, c'est peut-être aussi cette cohérence qu'on a avec l'Europe qui se ressent, qui est liée au fait qu'il y a une continuité depuis plusieurs années sur le développement de la ville. Et on ajuste aussi au fur et à mesure, on s'adapte à un projet et on peut être amené à changer les directives d'un lot d'après pour répondre au projet qui vient d'être développé. Donc, voilà un peu le type de panneau. On se réunit avec toute l'équipe, avec les développeurs.
Et puis on a une liste multicritères et on analyse les projets. Et je crois qu'il y a un terme qui revient qui est particulier au développement de Val d'Europe, c'est le terme de mythogénèse. Alors c'est une histoire, mythogénèse, c'est un architecte qui a travaillé pour nous qui a un peu inventé ce terme, mais c'est vrai que on raconte une histoire qui n'est pas arrivée sur le territoire, mais qui aurait pu être plausible. Ouais. Cette histoire fausse mais plausible raconte en fait la genèse du projet à travers le temps. La mythogénèse est utilisée comme support et source d'inspiration par certains architectes dans leurs projets, comme prétexte à des variations architecturales au sein d'une même opération, surtout quand elle comporte plusieurs bâtiments. La mythogénèse n'est en fait pas nécessairement identifiable par les usagers du quartier qui habitent ou qui y travaillent, mais elle propose une diversité, voire des surprises architecturales pour certains bâtiments, tout en conservant la cohérence du quartier. Et c'est cette diversité et ces bâtiments marquables qui contribuent à la richesse du quartier, qui est également appréciée par les usagers et les habitants. On accompagne les architectes jusqu'à la livraison du bâtiment, dans le choix des matériaux sur site, au moment du chantier, qui nous permet, enfin ils nous convoquent et on vient vérifier avec eux et on vérifie aussi que tous les détails constructifs architecturaux qu'ils ont mis en place dans le permis qu'on a validé sont bien réalisés sur site pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre l'image du permis et la réalisation. Vous êtes sur une équipe de combien de personnes ici à peu près? Architectes urbanistes, on est 6 à peu près, avec un pôle SIG, dessinateur projeteur aussi, donc des gens assez polyvalents aussi sur pas mal de sujets. Donc voilà. C'est pas que la fonction d'architecte sur ce architecte urbaniste, il y a aussi le pôle SIG qui est en train de se développer, qui est le système d'information géographique et qui gère aussi une partie des droits et du suivi de la convention justement. D'accord. Alors Corinne, on comprend mieux en voyant tout ça, vraiment la satisfaction des habitants. Il y a le taux de satisfaction qui est très élevé chez les habitants des communes du Val d'Europe. On entend néanmoins des fois des critiques ou des avis, des préjugés sur le côté pastiche de cette ville. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent que c'est une ville fausse et pastiche de ce qui existe ailleurs en France? Alors déjà, c'est pas pastiche, c'est une copie parfaite. Là, c'est plus une réinterprétation, une inspiration de styles architecturaux qui ont existé. Ouais. C'est vrai que c'est un choix. On a fait ce choix-là pour ne pas tomber dans l'architecture de mode, l'architecture qu'on appelle contemporaine, mais en fait, c'est plutôt l'effet de mode. Souvent, en plus, ça a été des objets posés au milieu des lots qui sont beaux par eux-mêmes, mais qui ne travaillent pas forcément en cohérence avec l'urbanisme. Et nous, c'est vrai qu'on fait d'abord de l'urbanisme, puis de l'architecture, pas de l'architecture pour créer l'urbain. Et puis, c'est vrai aussi que c'est une architecture qu'on souhaite atemporelle, puisque finalement, alors on va nous dire, vous prenez des références, c'est pas temporel, c'est néoclassique, c'est art déco. Oui, mais c'est des architectures qui ont plu à travers le temps, qui ont créé les villes anciennes. Et les gens, en fait, elles sont atemporelles parce qu'on continue à les aimer, on continue à les visiter. Les grandes villes européennes anciennes aujourd'hui sont encore très visitées. Et finalement, en s'inspirant de cette architecture, on ne sera jamais dans l'effet de mode. On crée un contexte qui plaît aux gens. Alors effectivement, ça peut être critiquable d'un point de vue architectural parce que ce n'est pas forcément ce qui est enseigné aujourd'hui dans les écoles. Mais en tous les cas, on voit le résultat. Les gens aiment bien habiter Val d'Europe. Ils aiment bien l'ambiance que ça crée. Et finalement, c'est ça qui est important. Eh bien, écoute, la transition est toute trouvée puisqu'on va aller retrouver Bernard qui nous attend en bas pour une visite guidée de quelques-unes des communes du Val d'Europe et qui va nous montrer un peu plus en détail justement les inspirations et les histoires de toutes ces communes. Donc maintenant qu'on a toutes ces informations, ça va être doublement intéressant. Je te remercie encore de ton accueil et puis écoute, on a hâte de voir tous ces projets sortir de terre. Eh bien, écoute, merci à toi et puis bonne visite avec Bernard. Merci beaucoup. Merci. Bernard, bonjour. Bonjour Mathias. Enchanté de te rencontrer. On va parler aujourd'hui des communes du Val d'Europe que tu as aidé donc à développer en termes d'architecture, puisque tu es senior manager architecture et urbanisme dans les équipes de Damien Audric. Et j'aimerais que tu me parles un peu plus de ton métier exactement, et puis après on parlera un peu plus de Val d'Europe. Oui, absolument. Alors, je suis arrivé dans la société en avril 98, il y a un peu plus de 23 ans, et au bon moment, puisqu'on démarrait la deuxième phase d'aménagement du secteur 4 de Val d'Europe. Et le premier travail a été de définir l'espace de cette place. Nous sommes ici sur la place d'Ariane, qui est la place principale de Val d'Europe. Place principale parce qu'elle comporte un élément très important, la gare RER, ainsi que l'entrée du centre commercial de Val d'Europe.
Donc c'est la place où il y a le plus de flux et qui exprime la centralité de Val d'Europe. Bah écoute, ça c'est vraiment super intéressant. Je vais t'inviter maintenant peut-être à embarquer dans notre voiture privée pour faire un peu le tour des autres communes du Val d'Europe et voir comment un peu la ville s'est développée à partir d'ici, où tout a commencé finalement dans ce centre urbain. On se trouve juste à côté, tu viens avec moi? Et tu nous racontes tout ça? Allons-y. Alors Bernard, là on est en train de se diriger un peu vers le futur finalement du centre urbain de Val d'Europe, puisqu'on va arriver bientôt dans le quartier Art déco. Nous nous servons du style que nous donnons à chacun des quartiers pour tenter d'essayer d'assurer une certaine cohérence entre les différents bâtiments, tout en ménageant une agréable diversité. Donc nous avons, à partir du premier espace public, la place d'Ariane, développé au nord, au sud, à l'est et à l'ouest le reste du quartier dit de la Gare. Et puis, on s'est posé la question pour le quartier que nous appelons le quartier des studios. Nous avons réfléchi à une autre référence stylistique et on s'est dit que à partir du néoclassicisme ou du style un peu haussmannien parisien qui a été développé au début autour de la place d'Ariane, puisque ce quartier est un des plus récents que nous développons, on s'est dit qu'on pouvait faire comme si ce quartier était arrivé plus récemment et donc se rapprocher un peu de notre époque. Et donc on a pris le style art déco, alors au sens très large, au sens des arts décoratifs, disons à partir de l'année 1900, de l'exposition des arts décoratifs à Paris, au contraire vers les époques stylistiques minimalistes avec le Bauhaus, avec le Corbusier. Donc on s'est dit il faut retrouver cet esprit des villas parisiennes. Alors comme on est dans le style art déco, là on a développé le style des ateliers d'artistes que l'on trouve dans Paris. On a fait des ateliers d'artistes duplex avec beaucoup de terrasses, des fois de 2 ou 3 niveaux. Là on arrive pas loin, c'est donc quoi, l'entrée de ce que tu appellerais l'entrée de ville de la commune de Céris, c'est ça? Nous avons beaucoup travaillé les limites de la ville de manière à éviter d'avoir encore une fois cet effet banlieue. On a choisi de s'inspirer des villes fortifiées du Nord-Pas-de-Calais avec la notion de porte de ville. C'est pour ça que nous avons 2 éléments verticaux un peu resserrés d'1,50 m de chaque côté qui expriment la porte urbaine. Et en fait, comme nous sommes amenés à faire des bassins techniques au fur et à mesure que nous développons, et que le niveau de l'eau est 4,50 m en dessous du niveau de la ville, on s'en sert comme des douves. Donc là on approche de la place de l'hôtel de ville. La place Antoine Mauny, qui est donc un espace public dont nous avons participé avec la paysagiste à la conception, avec les collectivités publiques bien entendu. L'hôtel de ville a une facture contemporaine, c'est un petit peu la règle du jeu qu'on s'est donnée pour laisser la possibilité aux collectivités publiques d'exprimer la visibilité des équipements publics, et un hôtel de ville est un équipement majeur. Nous avons réalisé à côté une place qui est la place de Toscane. Et donc on voulait un espace public fort, et donc on s'est inspiré de l'Italie, notamment d'une place qui est en Toscane dans la ville de Lucca. Et donc nous sommes allés à Lucca, moi j'ai ramené les plans du cadastre. L'espace que nous avions pour travailler correspondait parfaitement en termes de taille avec les exactes dimensions de la place de l'amphithéâtre de Lucca. Donc cette place, elle résulte des restes d'un amphithéâtre romain avec les 4 entrées des gladiateurs et surtout sa forme elliptique que nous avons repris complètement. Et nous avons fait un concours, et c'est d'ailleurs un architecte italien, Piercarlo Bontempi, de Parme, qui a gagné le concours, associé avec un architecte français, Dominique Hartenberger. Et ensemble, ils ont fait cette place, qui est donc très protectrice, qui est un espace courbe qui protège les gens. Elle est piétonne, donc les enfants peuvent courir n'importe où, s'amuser. Il y a une fontaine avec le bruit de l'eau, donc les enfants adorent jouer avec ça, pendant que les parents mangent ou
où voilà quoi, sans qu'il n'y a pas de danger. C'est un peu comme dans Main Street où les enfants peuvent courir partout. Il n'y a pas de circulation où, disons, elle est spécifique avec la parade dans Main Street ou le tram quand il fonctionne. Voilà, mais donc c'est là qu'il y a des passerelles probablement, je dirais, à la fois dans l'échelle humaine de l'urbanisme, de l'architecture, mais aussi dans le sens du lieu qui doit être fort, mais pas forcément agressif, au contraire. Voilà, j'allais justement te demander, tu parlais du sense of place, quelles sont les passerelles qu'on peut trouver assez évidentes entre Val d'Europe et peut-être le concept de Disneyland Paris? Alors c'est surtout, je dirais, une architecture de réassurance. Le sense of place, créer des lieux forts où les gens, clairement identifiables, où les gens ne vont pas être seulement contents de montrer leur appartement à leurs amis, à leur famille quand ils viendront les voir, mais aussi se retrouver dans des espaces publics agréables pour aller sur une terrasse de café, pour manger à l'extérieur ou faire une activité culturelle à la médiathèque. Donc là, Bernard, où sommes-nous? Nous sommes maintenant sur Céris du côté est. Et nous avons à travers la place de Toscane une autre entrée avec les terrasses et la vallée village. Nous avons une connexion avec le quartier dit du Lac, plus au nord, dont on a parlé tout à l'heure, avec son entrée de ville et ses douves, et le quartier dit du Parc dans lequel nous sommes actuellement. Alors il s'appelle le quartier du Parc parce que c'était là qui, depuis la phase 1, était prévu de faire le plus grand parc de Val d'Europe d'une 15aine d'hectares sur la commune de Céris, avec l'extension des bassins existants. On s'est inspiré un petit peu des cités-jardins anglo-saxonnes, notamment Hampstead, qui est au nord-est de Londres. Et on retrouve aussi quelque chose de particulier, c'est ce qu'on voit dans le film Blow Up, les mews, c'est-à-dire derrière les bâtiments blancs qui donnaient sur Regent Park, sur les parcs, on a l'endroit où il y avait autrefois les écuries, qui étaient eux plutôt en briques. On ne se donnait pas la peine de les enduire et de les peindre. Voilà. Et il y avait là l'endroit où on rangeait les calèches et où vivaient les palefreniers. Et quand les gens voulaient aller en ville, pour par exemple aller à l'opéra, la calèche faisait le tour et amenait les gens directement à destination. Donc on a repris cet esprit-là pour faire, encore une fois, ces maisons de ville, ces petites ruelles. Donc entre le quartier un peu anglo-saxon, on a une trame verte de 40 mètres de large qui nous permet de faire une transition entre un quartier qu'on appelle plutôt le quartier des faubourgs. Alors pourquoi le faubourg? Pour différentes raisons. C'est un peu l'architecture que l'on a à Montmartre, que l'on a dans Paris sur la rue Mouffetard. En fait, on dit que Paris est haussmannien parce que les grands axes ont été traités par le baron Haussmann, mais Paris est essentiellement néoclassique et composé de villages qui, eux, sont les faubourgs, évidemment proches des anciennes fortifications. Et donc c'est une architecture plus simple, très lumineuse aussi, moins décorée que l'architecture plus riche, plus institutionnelle, avec moins de ce qu'on appelle de modénature, c'est-à-dire d'éléments de relief qui montrent l'étage noble par rapport aux étages les plus communs, quoi. Au cœur de ce quartier, il y aura une autre petite polarité secondaire, une place qui sera celle de la future église de Val d'Europe, l'église Saint-Colomban. Nous avons travaillé un projet dont on vient d'obtenir le permis de construire et les travaux vont, je l'espère, commencer rapidement. L'aménageur a lancé des études de paysagement et auxquelles nous avons participé pour créer la place dont le maire de Céris a décidé en discussion avec l'archevêque de Meaux, Monseigneur Namias, qui pilote bien entendu avec ses équipes le projet ecclésial, de l'appeler la place Saint-Colomban. L'église sera dans l'axe des rues principales. C'était une demande de Monseigneur Namias pour assurer effectivement la visibilité du clocher. Ça sera une église classique qui ressemblera du premier coup d'œil à une église, voilà, avec son narthex, son clocher très visible. Il y aura un cloître, il y aura une transparence qui permettra aux laïcs de venir, d'assister à des conférences, un lieu d'échange, voilà. Et il y aura toute une partie pédagogique, privée, catholique, à savoir lycée, collège, maternelle et école élémentaire qui va se réaliser au cours de différentes phases. Donc les logements sociaux. Oui, alors
nous sommes conformes à la réglementation en termes de pourcentage de logements sociaux par rapport aux logements dits en accession traditionnels. Donc en gros 30%, mais dedans il y a aussi les résidences sociales, les logements de nos salariés, les résidences seniors aussi, et les autres résidences spécialisées sociales que nous réalisons. Nous avons choisi non pas de regrouper un quartier de logements sociaux, comme on a vraiment essayé d'éviter les erreurs du passé dans les villes nouvelles, mais de les répartir un peu partout. Donc dans chaque nouveau lot, pratiquement, nous avons une partie de logements sociaux. Ce qui fait qu'on n'hésite pas à mélanger, à faire de la mixité sociale, de logements en accession ou en location normale, avec tous les différents types de programmes qui sont possibles de faire en matière de logements sociaux. Là, on a du logement social à droite, là, avec qui est là. Le logement social est toujours très bien intégré dans oui, on voit pas la différence. Il n'est jamais stigmatisé comme quelque chose de dur ou oh là, mais là, il faut pas y aller. Voilà. Non, au contraire, il est même plus qualitatif parfois que les logements en accession. On rentre dans un quartier, donc le quartier du Val-de-France, à Magny-le-Hongre, qui mêle à la fois résidentiel, pôle hôtelier. C'est beaucoup moins urbain, enfin on va dire dense que dans les autres communes. Oui, bien entendu. Dès le début, je dirais, les règles administratives qui avaient été établies avant 98, disons 96, ce qu'on appelle les règlements de ZAC, zone d'aménagement concerté, c'était de ne pas étouffer, je dirais, les villages, les bourgs, par des grands immeubles, par exemple. Donc on a plutôt mis aux alentours des villages, là en l'occurrence de Magny-le-Hongre, un quartier résidentiel composé de petits collectifs ou de maisons individuelles. Maisons individuelles, ça peut être des maisons en bande attachées, mitoyennes, ou alors des maisons séparées, plus ou moins grosses. Voilà. Mais la réflexion qu'on a eue, c'était d'éviter de faire des lotissements, je dirais, traditionnels. C'est-à-dire, on a voulu garder la démarche qu'on a mis en place dans les quartiers denses de Val-d'Europe, comme autour de la place d'Ariane, à savoir structurer les espaces publics par des murs, par mettre les maisons le long des rues et retrouver la morphologie des petites fermes de la Brie. Par ailleurs, on a aussi réfléchi toujours à une mythogénèse, à savoir, on a réfléchi comment étaient faits les hameaux, les lieux-dits et les villages. Quelle était la genèse de ces lieux? En fait, c'était souvent des chemins, dans les années, au Moyen-Âge par exemple, des endroits qui étaient empruntés par les gens. Et à des intersections, petit à petit, un relais de diligence s'est établi, un petit pavillon de chasse. Et petit à petit, ça s'est sédimenté, d'autres maisons se sont agglomérées autour et ça a donné une structuration de vraies rues. Mais évidemment, ce n'est pas structuré comme une avenue haussmannienne. Il y a des accidents, il y a un arbre remarquable qu'on a gardé, parce que ça s'est fait en bricolant, je dirais, titre foncier, terrain après terrain. Et donc les rues sont tortueuses, elles ne sont pas forcément parallèles. Et c'est ça le charme des villages et des points de vue différents. On n'est pas sur des perspectives avec l'opéra au bout. On est vraiment dans ce qu'on appelle le vernaculaire. C'est une ambiance de village qui s'est fait petit à petit. Voilà. Là, nous nous trouvons dans la partie sud de Magny-le-Hongre et on va arriver dans la commune de Bailly-Romainvilliers. Le trait commun, c'est que tous ces développements se sont réalisés autour du golfe de Disney. Voilà, donc là, on est dans une ambiance un peu de cottage parce qu'il y a le golfe. Donc on a là aussi raconté un petit peu une structuration avec un storytelling de ces développements, avec la maison principale, l'allée de château, des petits closes où on va retrouver des groupements de villas organisés sur un espace en forme de T ou de marteau un petit peu, comme on voit à gauche là. Voilà, donc ça c'est des petites communautés de gens comme ça. Une certaine structuration toujours des voies.
Et là, les architectes ont travaillé dans cet esprit de cottage, un peu anglo-saxon, soit normand, soit vraiment anglais, pour être cohérent avec l'esprit du golf. Nous sommes sur l'axe principal qui permet de desservir ces différents programmes. Et là, on est plutôt dans une ambiance avec des picket fences, ces fameuses clôtures en bois que l'on trouve à Nantucket aux États-Unis. Donc on est toujours dans cette architecture de cottage, un peu américaine par endroits ici, surtout à gauche, là, un petit peu plus. Voilà, alors là nous sommes avenue de l'Europe, nous sortons du secteur 3 de Montévrain, Val-de-Bussy, On va revenir et nous rentrons dans Val d'Europe. Et donc là, comme à Céris, on veut exprimer l'entrée de ville. Donc le bâtiment de bureau Lantares qui est là a une surhauteur qui marque l'entrée de la ville. Et le futur programme à gauche qui n'est pas encore fait, qui sera un programme majoritairement tertiaire a priori, aura lui aussi un élément vertical qui viendra encadrer l'avenue Hergé. Pour marquer l'entrée de ville et la limite claire entre Val d'Europe et ce qui n'est pas Val d'Europe. Voilà. En matière de développement durable, on a mis en place des réseaux de chaleur. Donc à ce moment-là, et c'est le cas de Coupvray, qui est en cours de construction, on va être très vertueux dans les bâtiments eux-mêmes et donc on va essayer de tendre ou d'être passive house, c'est-à-dire un bâtiment complètement étanche, très très isolé. Passionnant. Merci beaucoup Bernard. Je t'en prie. On te laisse retourner à tes projets. Il y en a encore beaucoup sur les tables de dessin, au niveau de vos maquettes et de vos réunions. Donc on ne va pas te garder plus longtemps. On espère te revoir bientôt pour de nouvelles histoires. Avec plaisir Mathieu. Merci Bernard. À bientôt. Au revoir. Et bien voilà, cet épisode s'achève. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ici au-dessus de la place d'Ariane où tout a commencé avec Bernard il y a quelques minutes. Et où tout a commencé pour Val d'Europe. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode, n'est-ce pas Chloé? Oui, on espère que vous avez appris plein de choses et on est déjà impatient de vous montrer le prochain épisode de Life from the Magic qui sortira Dans quelques semaines. quelques semaines. En attendant, passez une bonne fin de week-end et à très bientôt. Merci à tous, à très bientôt.